Nous sommes le jeudi 12 mars. Voici à la une. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon jeudi, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver encore ce matin. Merci d'être avec nous en ce début de journée. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une qui commence encore une fois avec ce bilan des pannes d'électricité qui ont augmenté au cours des dernières heures en raison de ce verglas qui est tombé. Moins que ce qui était prévu, certainement, ça a frappé moins fort. C'est un peu le bilan qu'on peut faire ce matin. N'empêche, les vents vont se lever et encore du verglas accroché après certaines branches, après des fils également. Bilan des pannes à cette heure-ci, voyez, selon le site d'Hydro-Québec, on est autour de 180 000 foyers, 180 000 adresses sans courant. Les régions les plus touchées, la Montérégie, Montréal, le centre du Québec, l'Outaouais et les Laurentides. C'est vraiment là que c'est le plus difficile. En Ontario, Hydro One, à cette heure-ci, là, on parle d'un bilan d'environ 30 000 foyers sans électricité. On va faire le bilan de ce qui nous est tombé dessus. On va voir aussi de quelle façon ça s'est vécu dans différentes régions avec Karine qui sera avec nous. Évidemment, Véronique va nous donner les détails de tout ça. D'ailleurs, l'équipe est autour de la table. Véronique, bonjour. Olivier Pellerin au sport, bonjour. Et Julie-Jasmine Boudreau à la culture. Salut Julie-Jasmine. Bonjour. On va commencer par vous, Véronique, parce qu'on va faire quand même le bilan de ce qui s'est passé hier. On l'avait dit à l'émission, ça allait nous frapper plus tard. C'est ce qu'on a vu. On a l'impression, en tout cas, qu'on a reçu peut-être moins de verglas que ce qui était appréhendé. Oui, moins de verglas. Les bandes les plus intenses de précipitations sont passées un peu plus au nord et on a eu davantage de grésil pour les régions plus au nord. Donc, ce qui a eu pour effet de limiter beaucoup les impacts du verglas et de la glace qui s'est accrochée. Grand Montréal, 10-15 mm, c'est ce qu'on recense comme précipitation verglaçante. Vallée de l'Outaouais, 15 à 20, mais le mercure qui est resté entre -1 et 0. Donc, c'est pas ce qui s'est accumulé. Il y en a un peu moins que ça en termes d'accumulation. Et ce qui est plus au nord, là, on parle des Laurentides, on parle de la Haute-Gatineau en s'en allant vers Mont-Laurier, secteur de la Mauricie, Québec, en s'en allant vers Montmagny. Beaucoup de grésil. Donc, 5 à 10 cm de grésil quand même, avec un 5 à 10 mm de verglas. Et pour les secteurs plus au nord et à l'est, c'est de la neige. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, c'est du 15 à 25 cm de neige qui sont tombés. La baie des Chaleurs également, secteur de Montjoly, 15 à 20 cm, 23 cm pour la région de Gaspé. Et ça continue ce matin. Ça vient de commencer sur la Côte-Nord. On est à 5 cm, mais ça va s'accumuler. C'est du 20 à 40 cm qui s'en vient. Donc, les avertissements sont en vigueur, surtout pour l'est du Québec, mais vous l'avez mentionné d'emblée, la situation n'est pas terminée sur les régions plus au sud parce qu'aujourd'hui, ce sont les vents qui seront problématiques ce matin. Donc, des rafales à 50-70 km à l'heure. Ça va diminuer d'intensité en fin de matinée, les vents, mais ça va demeurer venteux toute la journée. Température positive pour l'instant sur les régions plus au sud, mais on passera en dessous du point de congélation d'ici 7 heures ce matin. Donc, ça n'aura pas le temps beaucoup de fondre, 1-2 degrés, pas plus. Ensuite, mercure à la baisse, -3, -5. Surtout nuageux, quelques précipitations tôt ce matin, possible encore. Et par la suite, le dégagement va se faire cette nuit, -8, -10 degrés. Un peu de soleil demain matin, ennuagement par la suite. Et vous savez quoi? Un peu de neige à venir pour la fin de semaine. Il y a quand même de l'action là-dedans. Mais c'est pas grave, Mathieu. Lundi prochain, la dizaine de degrés sur le sud du Québec. Ah bon, c'est le vrai printemps? Non, pas d'ici là, encore. on passera partout tous les scénarios. Donc, du côté de l'Abitibi, c'est une dizaine de centimètres. Ça s'estompe graduellement. Ça se poursuit dans l'est du Québec avec les vents forts. Et en territoire ontarien, surtout nuageux, il y aura dégagement sur la portion nord. Les vents sont présents également. Les températures, 2 à 5 degrés. Toronto-Windsor, légèrement sous zéro pour Ottawa. Calme dans l'ouest, 5 cm pour l'ensemble des prairies. Et c'est ce système qui s'amène pour samedi. On aura un 5 à 10 dans la nuit de vendredi à samedi sur le sud du Québec, mais assez mouillé parce que le mercure passera un peu au-dessus de zéro. Merci beaucoup, Véronique. Ça fait le tour. Bonne journée. Bonne journée. Je me tourne vers Olivier. Au sport, Olivier, on va parler de baseball. On est en plein, la saison n'est pas commencée, mais on est en pleine classique mondiale de baseball. Et attention, le Canada va pour la première fois participer aux rondes éliminatoires. J'allais dire, effectivement, c'est tellement pas la période du baseball, mais en même temps, on va en profiter parce que le Canada fait de belles choses à la classique mondiale de baseball. Effectivement, c'est la toute première fois que le Canada va passer à la phase éliminatoire de cet événement après une victoire
victoire hier de 7-2 face à Cuba. Le Canada non seulement éliminait Cuba, mais aussi prenait le premier rang de son groupe et donc était dans le siège de conducteur pour ces quarts de finale qui auront lieu. C'est intéressant de voir ce que le Canada est capable d'offrir présentement comme baseball. Offre peut-être un rayonnement à certains joueurs qui n'ont pas toute la place peut-être dans le baseball majeur présentement, des joueurs qui s'illustrent un peu dans l'ombre des grands noms de ce circuit professionnel de baseball, puis ça donne de beaux résultats. Et donc le Canada qui célèbre présentement. Ça vient avec une petite surprise, cette qualification et ce tout premier rang de l'Italie qui termine premier de son groupe devant les Américains. Ça, c'est une très, très belle surprise. Victoire de 9-1 encore hier contre le Mexique. Donc, il y avait les États-Unis et le Mexique dans ce groupe avec l'Italie. Je pense que les preneurs au livre, avaient favorisé effectivement les États-Unis et le Mexique. Et pourtant, c'est l'Italie qui est allée s'installer au premier rang. C'est certainement la plus belle histoire. Est-ce que c'est l'effet du café que l'on se fait dans l'abri des joueurs? Oui. Cette fameuse machine à café qui fait beaucoup jaser. Mais il y a certainement quelque chose qui se passe présentement au sein de cette équipe. Je lisais certaines analyses de match et les entraîneurs qui sont surpris de voir l'ambiance qu'il y a sur ce banc et cette confiance et cette insouciance au sein de cette équipe. On est allé gagner un match contre les États-Unis, cette fois contre le Mexique. L'équipe est parfaite en phase de groupe. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc on a le tableau complet présentement et je vous disais que cette surprise de l'Italie a un certain impact sur le Canada parce que le Canada prenait la deuxième équipe de ce groupe. Et ce seront les Américains. Oui, un autre Canada-États-Unis. Canada-États-Unis, on est habitués. Donc, cette guerre entre le Canada et les États-Unis se poursuit donc à la classique de baseball. Et parmi les autres équipes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale, il y a deux grands favoris. Le Japon qui affrontera le Venezuela, mais surtout la République dominicaine, dans laquelle se retrouve un certain Vladimir Guerrero Jr., une équipe toute étoile qui affrontera en quart de finale, la Corée du Sud. Et l'Italie, elle, qui affrontera Porto Rico. Donc, profitons de ces bons matchs de baseball et profitons de cette belle performance. Puis souhaitons un long parcours pour le Canada, même si ça sera assez compliqué, on le disait, contre les États-Unis. Demain soir, cette partie Canada-États-Unis. Donc, le tricolore, le Canadien qui a gagné hier contre les Sénateurs d'Ottawa. Oui, un match qui était beaucoup plus relevé. On l'a ressenti après cette victoire contre les Maple Leafs de Toronto, où le Canadien avait, somme toute, assez dominé le match. Ça a été très partagé dans la rencontre d'hier, mais quand même, victoire du Canadien, une victoire de 3-2. Troisième victoire consécutive aussi pour le Canadien de Montréal. Ça, c'est rassurant aussi. On approche de cette fin de saison. Tous les points sont importants. Et ces 2 points que le Canadien est allé chercher à la régulière, d'ailleurs, face aux Sénateurs d'Ottawa qui se battent pour une place en série et qui se battent dans cette même division que le Canadien. Hier, ça a été une belle victoire pour le tricolore. Et surtout, il faut parler du rappel de Jacob Fowler. C'est lui qui était devant le filet hier. On est dans un trouble de gardiens de but chez le Canadien de Montréal. Qui aura le filet? Ce sera au plus méritant. Mais là, on est allé chercher le plus jeune. Puis c'est lui qui était, semble-t-il, le mieux placé pour défendre les honneurs de l'équipe hier. Donc, belle victoire pour le Canadien qui aura une petite pause avant un retour sur la patinoire cette fin de semaine. Donc voilà, victoire du Canadien de Montréal. Merci beaucoup, Olivier. Merci, bonne journée. Julie Jasmine, je ne vous ai pas oublié. Vous allez nous parler plus tard aux actualités culturelles du lancement de la programmation du FEC. Oui, et si vous étiez sur les pistes de danse ou encore dans votre période musicale absorbée par ce qui se faisait dans les années 90-2000, vous allez être vraiment ravis de la programmation du FEC. Alors, ça a été annoncé hier. Puis il y a des petites pépites aussi, une soirée de jazz. Il y a une belle vitrine aussi à la musique en français. Donc, je vais vous faire écouter ce qui sortira, bien sûr, en plein cœur de l'été là, pour la programmation du FEC. Festival d'été de Québec. Oui. On se retrouve plus tard à l'émission. À tantôt. Allons-y avec les unes ce matin des différents quotidiens. Commençons par le Journal de Montréal qui titre « On l'a échappé belle » en parlant de cette tempête. Le journal qui nous apprend aussi, lors d'une entrevue avec le juge en chef du Québec, eh bien, il presse le gouvernement Legault, le gouvernement du Québec, de lui donner plus d'outils pour sanctionner les juges qui se comportent de manière inacceptable. Donc, plus d'outils, c'est ce que demande le juge en chef au Québec pour punir les juges. Essentiellement, une demande qui a été lancée mais qui demeure sans réponse depuis 2024. Actuellement, il y a seulement 2 options au Québec pour sanctionner des juges nommés donc par le gouvernement. La réprimande ou encore la destitution, qui est un peu évidemment l'ultime peine pour un juge. Alors qu'on dit qu'en Ontario, on peut par exemple demander à un juge d'aller suivre une thérapie, d'aller suivre une formation. On peut servir un avertissement ou une réprimande. Donc, il y a plusieurs étapes avant d'en arriver à la destitution. Le juge en chef du Québec qui aimerait que ce soit similaire
guerre, justement, au Québec. Vous pourrez lire ça dans les pages du Journal de Montréal de ce matin et du Journal de Québec également. En une de la presse, on nous parle de cette guerre au Moyen-Orient et d'une base aérienne au Koweït, le camp canadien qui a été frappé, nous apprend la presse ce matin, sous la plume de Vincent Larouche, le camp des forces canadiennes au Koweït qui a été touché, apprend-on dans la presse, par une attaque de missiles iraniens au cours de laquelle un refuge fortifié a été lourdement endommagé. L'événement est survenu il y a une dizaine de jours, n'a pas été divulgué aux parlementaires qui, on sait, ont tenu un débat plus tôt cette semaine sur cette guerre. Les militaires, heureusement, étaient dans un autre bâtiment lors de l'impact, sans tir, sans blessure, mais il s'en est fallu de peu. Donc, c'est le 1er mars, quelques heures après le déclenchement de la guerre, l'Iran a lancé une grande salve de répliques, plusieurs missiles balistiques qui ont été abattus. Certains, par exemple, ont touché terre. Et justement, c'est cette base canadienne, ce bunker canadien qui a été touché. Vous avez les détails dans la presse de ce matin. Et justement, en parlant de cette guerre au Moyen-Orient, c'est ce qui retient l'attention du Globe and Mail également, qui nous parle évidemment de ce conflit entre Israël, l'Iran et les États-Unis qui a franchi un nouveau cap et qui a changé un peu, en tout cas dans les cibles visées par l'Iran, qui a multiplié ses tirs de missiles, notamment sur des infrastructures névralgiques. On parle de l'aéroport de Dubaï, des navires de commerce également, blocage partiel du détroit d'Ormuz. Donc, on tente de prendre en otage, si on veut, une partie de l'économie mondiale. L'ONU qui exige de son côté l'arrêt immédiat des hostilités. Puis, on a appris hier aussi que l'Agence internationale de l'énergie va puiser massivement dans les réserves de pétrole pour tenter de stabiliser les prix du pétrole. Donc, compte rendu des derniers développements de cette guerre dans le Globe and Mail de ce matin. En une du Devoir, on est en France, Lyon, épicentre des violences politiques. La mort de Quentin Dorenc, donc ce militant ultranationaliste roué de coups par des militants d'ultra-gauche à Lyon, électrise depuis un mois le climat politique français. Le Devoir qui revient donc sur le contexte explosif qui a mené à la mort du jeune homme. Vous pourrez lire ça en une du Devoir, évidemment. C'est un jeune qui a été roué de coups, Quentin Dorenc, le 12 février. Il était présent tout près d'une université avec une quinzaine d'autres jeunes hommes cagoulés prêts à se battre pour protéger à distance des militants d'ultra-droite venus manifester contre une conférence sur la Palestine par une députée de gauche. Il y a eu des échauffourées et ça mène à plusieurs manifestations régulières à Lyon. Donc, vous pourrez lire ça en une du Devoir de ce matin. Karine Mathieu est maintenant avec nous. On va revenir sur cette tempête, justement. Bonjour, Karine. Bonjour, Mathieu. Alors oui, il y a encore de la glace sur les fils, sur les branches. Le vent s'est levé, on le disait avec Véronique. Les déplacements pourraient peut-être être finalement plus compliqués ce matin que ce ne l'était hier à pareille heure. Oui, et ce qu'il faut surveiller aussi ce matin, c'est le nombre de pannes d'électricité. Ça n'arrête pas de bouger. Là, ça varie entre 170 000 et 180 000 dans la province. 80 000 en Montérégie, surtout à Longueuil et dans la vallée du Richelieu. Une trentaine de mille à Montréal, autour de 20 000 clients qui n'ont pas d'électricité dans les régions de l'Outaouais, centre du Québec et des Laurentides. Donc, on surveille ça. En Ontario, selon Hydro One, ils sont 30 000 clients privés d'électricité. Bon, la tempête de verglas s'est fait attendre. Hein? On en a parlé beaucoup. Il ne se passait pas grand-chose. Mais quand même, elle est arrivée en fin de journée, dans l'après-midi et en soirée. Elle a laissé une belle couche de glace sur son passage, trottoir, route. Si vous vous êtes aventuré dehors hier, là, c'était quand même ardu. Je vous dirais, je l'ai fait. La pluie, vent, là, c'était quelque chose. Ce matin, ça craque sous les pieds. On gratte les voitures. Désolée pour les voisins. Peut-être qu'on a réveillé ce matin, mais ça circule vraiment quand même bien. Là, c'est mouillé, c'est surtout mouillé. Les villes, hier, se disaient prêtes à faire face à la situation. On demandait aussi de réduire les déplacements et ça a été le cas. Du moins à Montréal, ça semblait presque désert. Il n'y avait pas de trafic. Le stationnement est d'ailleurs toujours gratuit dans les rues de la métropole jusqu'à 8 heures ce matin pour éviter les déplacements et les équipes de la ville ont été déployées sur le terrain pour sécuriser routes et trottoirs. Je vous laisse entendre le leader adjoint de l'administration, Alexandre Deveau-Guizani. On s'est coordonné avec tous les arrondissements. On est sûr d'avoir une force de frappe d'environ 1000 employés partout dans les 19 arrondissements de Montréal. Donc, on est prêt à passer absolument partout aux 8 heures sur les rues, dans toutes les rues de Montréal, y compris les rues résidentielles. Sur les grandes artères, on est plus autour des 3 heures.
Puis on a vraiment essayé de focaliser sur les rues en pente également. On peut passer à la côte du Beaver Hall, à la côte des Neiges, à la rue de l'Hôtel de Ville. Donc là, on a dit aux équipes de passer aux 30 minutes pour s'assurer d'un réseau sécuritaire. Oui, et heureusement, hier, il n'y a pas eu beaucoup de déplacements. Les gens ont écouté les consignes de rester à la maison, donc c'était beaucoup plus calme sur le réseau. Et qu'est-ce qui s'en vient donc pour les prochaines heures? Ben voilà, pas d'autres précipitations de pluie verglaçante pour le sud et le centre du Québec, mais dans la vallée du Saint-Laurent, le verglas n'a pas dit son dernier mot. Ce qu'on surveille aujourd'hui, Véronique le disait, mais c'est vraiment le vent, notamment à Montréal, avec des rafales qui pourraient dépasser les 70 à 80 km/h. Et avec la glace qui recouvre encore les arbres ce matin, ça pourrait casser plusieurs branches et augmenter le nombre de pannes d'électricité. Ailleurs au Québec, des avertissements de tempête hivernale sont toujours en vigueur pour les régions de Saguenay, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, entre autres, qui devraient recevoir dans les prochaines heures 10-15 cm de neige, en plus de celles qu'elles ont reçues hier. C'est assez fort. Donc, dans ce coin-là, on déneige et on va déneiger encore. Et, Mathieu, est-ce que les écoles sont fermées? Ben, c'est la question que les enfants m'ont posée hier. Papa, est-ce qu'on va à l'école demain? Ouais, Et j'avais pas de réponse et j'ai pas de réponse encore à leur donner ce matin. Là. À 7 heures, aucune décision quant à la fermeture des écoles en ce jeudi 12 mars n'a été prise. Ça, c'est le message que vous pouvez lire sur plusieurs sites de conseils de services scolaires. Bon, la dernière mise à jour date de 23 heures pour plusieurs et ils ont jusqu'à 6 heures ce matin pour prendre une décision. Donc, à moins d'avis contraire, les écoles sont ouvertes. On va le savoir là sous peu. Ça sera peut-être un casse-tête quand même avec la glace. En tout cas, pas sûr que les enfants vont jouer dans la cour d'école aujourd'hui. Pour ce qui est des aéroports, c'est pas comparable à hier. Hier, il y avait 150 vols qui ont été annulés. Ce matin, il y en a 17. Quelques retards quand même, mais c'est une situation qui est beaucoup moins chaotique. Ouais, alors, avis aux parents, surveillez les réseaux sociaux, les sites Internet des centres de services scolaires. C'est là que l'information va s'afficher rapidement. Merci, Karine. Je vous en prie. Bonne journée. And I'm feeling good. I'm feeling good. Michael Bublé, que l'on vient d'entendre. Oui. J'avais l'impression d'être un animateur d'une émission musicale. C'était comme juste au bon moment. Le crooner en vous est ressorti. C'est ça. Tête d'affiche du Festival d'été de Québec, Julie Jasmine. Hey, quelle belle soirée, une soirée jazz. C'est rare qu'on fait ça au FEC. Donc, Michael Bublé, avec aussi en première partie Melody Gardot, jazzwoman américaine fabuleuse qui est venue souvent ici au Festival de jazz à Montréal. Et un peu de funk aussi. Ce sera précédé par The Brooks. Pour le reste, je dirais à fond dans les années 90-2000, ce qui va plaire beaucoup aux trentenaires, aux quarantenaires, comme par exemple Gwen Stefani, Limp Bizkit, qui sont d'ailleurs au Blues Fest d'Ottawa, dont je vous ai parlé, parce que c'est exactement les mêmes dates. Il y a aussi Kesha, qui est en tête d'affiche, chanteuse R&B américaine, et de gros noms sur les plaines comme le groupe britannique Muse. Pour les avoir vus quelques fois en spectacle, généralement, ça donne un bon show, comme on dit. Ah, c'est certain. Puis, il y a 50 de l'affiche, Mathieu, qui est québécois. C'est important, ça, oui. Oui, de le mentionner. Donc, 2 artistes à qui on a offert les plaines. Je pense à Soulja, pour qui c'est la consécration, littéralement. Il sera aussi accompagné précédé de Fouki et de Corias. Puis, je dis carte blanche, c'est-à-dire qu'on leur donne, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Et le lendemain, c'est Patrick Watson, avec l'Opel Gag. Et sur les autres scènes, on pense à Lou Adrienne Cassidy. Donc, qui c'est évidemment l'année. Les Louanges, Jérôme 50, Ariane Roy. Et en fermeture sur les plaines, là, ça, c'est une méchante grosse pointure. Le chanteur country Jelly Roll, qui a remporté 3 Grammy en février dernier. You ain't nothing but a liar. Yeah, I walk right out the fire. Yeah, you try to keep me down, try to put me underground, but I'm only going higher. I can hear you in my head, in my bed. Jelly Roll, donc, qui sera à l'affiche sur les plaines au Festival d'été de Québec. Oui, et d'ailleurs, il a été intronisé hier comme nouveau membre du Grand Ole Opry à Nashville, qui est comme une institution à la fois, une salle de spectacle et une émission de musique. Je dirais que pour les amateurs de rock classique, on est peut-être un peu déçus. On n'a pas exactement ça à se mettre sous la dent, mais hier, le directeur de la programmation disait c'est le genre de clientèle qui cherche dorénavant un petit peu plus des places assises. La clientèle vieillit, qu'est-ce que vous voulez? Il y a c'est ça qui arrive. Puis, il reste une place à combler. Ça, c'est le 11 juillet. Il y a eu un artiste qui s'est désisté. On ne sait pas c'est qui, mais on sait qui ce n'est pas. Alors, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas Metallica qui s'est désisté.
OK. On ne sait pas qui devait être là, mais il y aura une annonce plus tard pour cette soirée-là. Voilà. OK. Oui. La plateforme Crave qui met en ligne aujourd'hui la 2e saison de la série Le Retour d'Anna Brodeur. Anna Brodeur, ma série Bonheur. Mathieu, c'est sur Crave, donc avec Julie Le Breton, à qui d'ailleurs on a remis un Gémeaux pour sa prestation là-dedans. La première saison, elle était de retour au Québec après 10 ans d'exil, mais là, il y a 2 nouveaux personnages et on va parler d'abandon paternel. Votre père est toujours vivant, non? J'ai revu Marc. Anna? Il est papa d'une petite fille de 4 jours. La mère à ton âge, je présume? Plus jeune. Si c'est pour m'inviter en thérapie avec Monique, c'est pas pour moi. Vous apprêtez à entrer dans vos bureaux. Alors voilà, le père, c'est Marc Messier et il a une amoureuse qui est Marie-Pierre Morin. Donc, ça va secouer un peu notre personnage de Anna Brodeur. Puis c'est l'écriture de Richard Bleimer qui est salé-sucré, donc c'est-à-dire doublement délicieux à chaque fois. Donc, 4 épisodes aujourd'hui sur Crave. C'est le début du festival South by Southwest à Austin, au Texas. Délégation moins importante d'ici qui s'en va aux États-Unis. Oui, c'est ça. Il y a des tensions, évidemment, avec les États-Unis. Donc, on a fait le choix d'y aller quand même. On a hésité. Donc, 8 artistes ou groupes musicaux, contrairement à une vingtaine les années précédentes, à peu près, plus ou moins. Il y a même certains artistes qui ont décidé carrément de ne pas y aller. Je pense au chanteur Pilou dont vous entendez la voix sur Live Again de DJ Champion, qui lui a dit, en janvier, moi, ça a eu raison de mon élan d'y aller finalement avec ce qui se passe, mais qui souhaite aller présenter sa musique, bien sûr, aux Américains un peu plus tard. Et du côté du cinéma, généralement, on présente le Québec, ou à tout le moins le Québec ou le Canada, entre 10 et 15 films. Et cette année, j'en ai relevé 3 seulement. Donc, on parle d'un long métrage, une comédie romantique et 2 courts-métrages, un documentaire, un film d'animation. Et ça va se passer la semaine prochaine. Donc, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Merci, Julie Jasmine. J'en prie. Bonne journée. Marie-Michel Borduas est maintenant avec nous pour ce que l'on va surveiller aujourd'hui dans l'actualité. Mark Carney qui s'envole, autre voyage pour le premier ministre à l'étranger. Direction Norvège et Royaume-Uni, ce sera le 17e voyage à l'étranger du premier ministre en près d'1 an. 7e visite également en Europe. Et Mark Carney va vouloir montrer aux alliés des pays nordiques et de l'OTAN que le Canada peut aussi être un partenaire fiable sur le plan militaire. Il va faire un arrêt dans les territoires du Nord-Ouest avant de se rendre à Oslo. Il y a un texte web à lire de notre collègue à Ottawa, Valérie Gamache, à ce sujet. En santé, sinon, près de 150 000 Québécois ont été inscrits auprès d'un médecin de famille depuis l'entente entre le gouvernement et la FMOQ. C'était avant Noël. L'objectif, c'est 500 000 inscriptions d'ici juin, mais le défi, c'est d'aller chercher les patients les plus vulnérables. La FMOQ veut accélérer justement la prise en charge de 180 000 patients vulnérables d'ici le 31 mars. À moins de 3 semaines, il y a des établissements de santé qui organisent des blitz justement pour rejoindre cette clientèle. Reportage de David Gentili à ce sujet ce matin. Et bien sûr, on va continuer de suivre ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui, parce que si Donald Trump dit que l'Iran est proche de la défaite, l'Iran assure de son côté être prête pour une longue guerre, conflit qui en est à sa 13e journée. Notre envoyé spécial Frédéric Arnould, toujours en Israël, se trouve à Jérusalem ce matin. Merci beaucoup. Merci Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Je prends 2 secondes pour vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses. On a eu les résultats d'écoute hier et puis vraiment depuis quelques années à la Une, il y a toujours de plus en plus de gens qui sont à l'écoute tôt le matin. Ça nous fait plaisir donc de vous retrouver. Salutations aussi aux nouveaux venus qui nous suivent sur le réseau de l'information. Bonne journée là-dessus.